Responsabilité, dialogue et fermeté, le Premier ministre à l'Assemblée nationale attaque de front les actions minoritaires qui paralysent de plus en plus les transports parisiens et s'en prend au Parti communiste. Henri Krasuki, invité de ce journal. Le financement de la sécurité sociale, augmentation de la cotisation des salariés et prorogation du prélèvement sur le revenu. Attaque anti-turque en plein Paris, des Kurdes et des Turcs d'extrême gauche interpellés après avoir occupé les locaux de la ligne aérienne turque. Demain, journée mondiale contre le sida, l'exemple de San Francisco, longtemps foyer de l'épidémie, qui a pratiquement réussi à l'enrayer. Madame, Monsieur, bonsoir. 4 employés pris en otage, 6 heures dans les locaux de la Turkish Airlines près de l'Opéra à Paris. Des cocktails Molotov lancés dans la rue. L'opération menée tout au long de l'après-midi par un commando d'opposants au régime turc aurait pu tourner au pire. Ils se sont rendus sans que la police intervienne tout à l'heure. Michel Bonpontet. Reddition après plus de 6 heures de négociations. Il est 18 heures, les militants du groupuscule turc Partisan abandonnent enfin les locaux de la Turkish Airlines. Les 4 employés de cette compagnie qu'ils détenaient sont enfin libres. Les auteurs de la prise d'otage, eux, sont conduits sous bonne escorte, vraisemblablement vers les locaux de la préfecture de police pour y être interrogés. Ces 15 opposants au régime turc pénètrent ce matin vers 11h30 dans les locaux de la Turkish Airlines. Pour toute arme, des cocktails Molotov et quelques pétards. Ils laissent tout d'abord sortir le personnel de l'agence, à l'exception de 4 employés. En échange de leur libération, ils réclament alors une conférence de presse. Mais pour les autorités françaises, difficile d'accéder à une telle demande. Monsieur Turgut Özal, le Premier ministre turc, est encore sur notre sol en visite officielle. 17h30, le ton monte, 2 des opposants turcs sortent de l'agence et tentent de s'immoler. Les pompiers se jettent sur eux, les recouvrent de couvertures de laine, ils sont saufs. Jet de tracts, slogan hostile au régime turc, les militants de l'extrême gauche kurde protestent contre les conditions de détention des 10 000 prisonniers politiques turcs toujours détenus au pays de M. Turgut Özal. Déjà, ce matin, devant l'hôtel Crillon à Paris où séjournait M. Özal, une centaine de manifestants kurdes ont tenté de rappeler qu'en Turquie, depuis le 15 octobre dernier, 1500 détenus sont en grève de la faim dans leur prison. La manifestation a été interdite par la préfecture de police, échauffourée, 15 CRS légèrement blessés, 40 personnes interpellées, 4 ce soir sont toujours en garde à vue. Mais pour le gouvernement turc, il n'y a pas de prisonniers politiques en Turquie. Si on commet un crime, on va en prison. Ces personnes-là ont commis des crimes en vertu de la loi. L'action spectaculaire d'aujourd'hui voulait rappeler que pour ses opposants, les 10 000 personnes détenues en Turquie sont bien des prisonniers politiques. Le Premier ministre turc, avant de quitter Paris, s'est déclaré néanmoins satisfait de la normalisation des rapports entre la France et la Turquie, notamment sur le plan économique. Paris engorgé, la grève des transports s'est élargie aujourd'hui après l'échec des négociations la nuit dernière entre la direction de la RATP et les syndicats. Comme prévu, un important dispositif, essentiellement militaire, a véhiculé ce matin et ce soir bon nombre de banlieusards. Agnès Poirier, Christophe Martet. Le parcours du combattant commence. Fin d'après-midi pluvieuse sur le parvis de la Défense, plus de RER. Ce soir, c'est en camion militaire que l'on rentre à la maison. 20 personnes, on affiche complet. Les soldats notent soigneusement les destinations, Garenne-Colombes, Nanterre, Saint-Germain-en-Laye, et c'est le départ. Ça me rajeunit de 20 ans, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est mieux que rien. C'est très bien même, parce que en fait, la plupart du temps, on est obligé de faire un trajet assez long à pied, et en fait, on est bien content de les trouver. Les chaos, la pluie et maintenant les embouteillages. Dans le camion, on commence à perdre patience. Déjà 1h30 de voyage et ils ne sont qu'à mi-chemin. Dans le métro, les usagers s'agglutinent. Sur certaines lignes, il n'y a plus qu'une rame sur 2. C'est la galère! Seule amélioration, les bus, avec 3 voitures sur 4. Mais le conflit dans les transports parisiens s'enlise. Ce matin, à l'appel de la CGT, 1 millier de personnes manifestaient devant le siège de la RATP, principalement des ouvriers d'atelier et des conducteurs du RER et du métro. Preuve de leur détermination après l'échec des négociations la nuit dernière.
4 heures de discussion sans résultat, la direction rappelant le maintien du pouvoir d'achat pour tous les agents de la RATP en 1989, la CGT et Force ouvrière, engagées dans la grève, attendant en vain de nouvelles propositions pour sortir du conflit. Pour demain, la RATP prévoit une aggravation de la situation dans le métro. Quant au dispositif mis en place par l'armée, il sera doublé et les militaires seront fidèles au poste dès 6h30 aux gares habituelles du RER. Oui, transport de remplacement pratiquement doublé, donc, y compris les autocars privés. À ce sujet, le préfet d'Île-de-France rappelle que tous ces transports sont rigoureusement gratuits et que vous n'avez donc pas besoin de sortir votre carte orange. Après le RER, le métro, les perturbations de trafic se sont donc aggravées aujourd'hui. La CGT emploie la même tactique qui consiste à enrayer l'activité des ateliers de réparation. Ainsi, dans celui de Choisy, dans le 13e arrondissement, qui traite la moitié du matériel roulant, 4 mécaniciens en grève suffisent à paralyser progressivement le travail. Maryse Manou. Ce n'est pas une promenade de santé, mais une démonstration de force. Depuis une semaine, ce pont transbordeur n'accueille plus aucun métro en réparation. Il est occupé par le personnel d'entretien en grève. Quand il n'y a pas de caméra, 4 personnes se relaient toutes les heures pour le bloquer. Cela ne fait qu'1 heure de salaire en moins sur la feuille de paie de quelques salariés, mais l'atelier tout entier est paralysé. C'est la forme d'action qui nous coûte le moins cher actuellement. Le problème, c'est qu'elle risque d'être déclarée illégale, l'occupation du pont. De toute façon, pour pouvoir se faire entendre, malheureusement, on est obligé d'arriver dans l'illégalité. Moi, je crois que ce qui est illégal, c'est en fait que depuis 10 ans, on leur bloque depuis 83, on leur bloque le salaire. D'un côté, 50 francs d'heures de grève retenues sur salaire, cela vaut la peine pour obtenir 1000 francs d'augmentation. De l'autre, une grève qui coûte tous les jours plus cher à la RATP. Alors, la direction a choisi ce matin de faire payer à plein tarif les formes illégales du droit de grève. Sur les feuilles de paye, ça ne correspond pour l'instant pas à grand-chose. Là où cela peut être plus important, c'est sur le fait qu'une action illégale pourrait entraîner des mesures disciplinaires qui auraient des répercussions au niveau des feuilles de paye. Dès demain, 1 heure d'occupation du pont sera sanctionnée par une journée de mise à pied. Comme leurs collègues du RER, les salariés reviendront à la grève classique. Mais le but recherché est atteint. Il y a de moins en moins de rames de métro en circulation. C'est bien contre ces méthodes que Michel Rocard s'est élevé avec force cet après-midi à l'Assemblée nationale. Répondant aux questions d'actualité de l'opposition, il n'a pas nié pour autant la réalité d'un malaise social et la nécessité du dialogue. Les revendications justes se font toujours dans le cadre des lois et à visage découvert. Les actions de commando, les dépôts obstrués, les portes cadenassées, les pneus des autobus crevés, les supposés grévistes encagoulés sont autant d'éléments qui font perdre toute crédibilité à ceux qui les mettent en œuvre. La politique du gouvernement tient ici tout entière en 3 mots. Responsabilité, dialogue, fermeté. Sans la responsabilité, nous payerions tous et demain des conséquences beaucoup plus douloureuses encore, en termes d'emploi, de niveau de vie, que celles des conflits d'aujourd'hui. Sans le dialogue, nous abandonnerions à une fatalité injuste des agents publics qui veulent voir leur mérite reconnu et qui veulent à bon droit rester fiers du service collectif qu'ils rendent à la nation. Sans la fermeté, les usagers resteraient les otages d'actions souvent groupusculaires dans lesquelles sombrent tout ensemble la noblesse du service public, les exigences du droit de grève et l'intérêt véritable des personnels en cause. La CGT, qui a organisé une manifestation aujourd'hui des agents d'entretien de la RATP et aussi d'Air France et des PTT, la CGT donc et la CFDT ont appelé à la poursuite de la grève. Henri Krasuki, bonsoir. Vous avez donc entendu le Premier ministre. Pas de concession à ce qu'il a appelé, en visant directement le Parti communiste, pas de concession à des entreprises de démolition de l'économie nationale. Alors, jusqu'où avez-vous, vous, l'intention d'aller? Nous allons avec les travailleurs. Jusqu'où ils veulent,
c'est-à-dire jusqu'où ils ont besoin d'aller pour obtenir satisfaction. Mais j'ai pris connaissance de la totalité de la déclaration du Premier ministre. Et je dois dire que sur l'ensemble, je la trouve à la fois affligeante et incohérente. C'est-à-dire verser du sirop sur les revendications des travailleurs et manier la répression. Prétendre qu'il s'agit de minorités, et dans quels termes encore, et se livrer à une espèce de chantage, si j'ai bien compris, à un vide gouvernemental. Ça n'est pas sérieux pour un gouvernement. Vous ne pouvez pas nier quand même que certains des arguments employés par le Premier ministre, notamment en ce qui concerne la tactique d'une grève dans lesquelles ne sont impliqués qu'une minorité de travailleurs, ce sont quand même des arguments qui correspondent aux faits, Monsieur Krasuki. Non, madame. Mais vous n'êtes pas responsable, je ne vous tiens pas pour responsable de ce que vous venez de dire. Le Premier ministre vient de le faire. Mais lorsque le ministre des Transports a tenu le même langage, il a même parlé de guérilla, ça a été ressenti comme une offense, une injure par les travailleurs de la RATP. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont voté et ils ont massivement et démocratiquement élargi leur mouvement. La CGT est avec eux, naturellement, elle joue son rôle, mais d'autres syndicats aussi, ou bien s'y sont joints. FO, la CFDT, aujourd'hui, et le mouvement s'élargit. Mais quand même, Monsieur Krasuki, vous mettez... Parler de commando, ça n'a pas de sens. Mais vous mettez quand même l'opinion à dos. Écoutez la colère de 3 usagers qui ont manifesté tout à l'heure à l'Étoile. Nous sommes avant tout des usagers, et notre but, comme tous les gens qui sont ici, c'est de revendiquer le droit d'aller travailler, sans être, bon le mot a été employé je ne sais combien de fois, sans être kidnappé, c'est tout. Qu'est-ce que vous diriez à Henri Krasuki? J'ai rien à dire à Monsieur Krasuki, je ne veux surtout pas qu'on tombe dans la facilité de dire ah bah la CGT, ah bah machin, non. Notre seule revendication, les gens ont le droit de faire grève mais qui n'emmerdent pas le monde. C'est un petit peu cru mais c'est ça. Ils touchent 1000 francs, ils demandent 1000 francs d'augmentation, c'est leur problème. Mais moi qui m'empêche d'aller travailler, c'est le mien. Alors là je suis pas du tout d'accord. J'ai jamais vu, je trouve ça inadmissible que des ouvriers embêtent des ouvriers. De toute façon la CGT ne veut qu'une chose, c'est la peau d'un gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche. Ils veulent bouffer Rocard comme ils ont bouffé Chirac. Ils en ont rien à foutre, ils lui donnent même pas le temps de s'exprimer, de proposer quelque chose. Et à partir de 20 personnes qui ne font même pas partie de la RATP, ils cassent tout, ils bloquent 1 800 000 personnes. Trouvez-vous ça normal? Votre réponse, Monsieur Krasuki? Je comprends que une grève des transports, comme d'autres services publics, cause une gêne. Je vous ferai remarquer que la plupart des gens que jusqu'à présent on a tenté d'interviewer ou bien de faire manifester, exprimant une gêne tout à fait compréhensible, ont généralement fait preuve de compréhension parce qu'eux-mêmes sont des salariés. Vous avez essayé de dresser, comme l'a fait le Premier ministre à l'instant, les grévistes et les usagers, mais tout le monde est consommateur, usager, producteur, et tout le monde, parmi les salariés, c'est 80% de la population active, a quelque chose à défendre. C'est un service public quand même. Ben oui, eh bien les services publics, 5 400 francs, un ouvrier qualifié, quasiment technicien de la RATP. Ce sont ceux-là les grévistes, du début, parce que maintenant, ça s'élargit. 5 400 francs par mois. Et bien pour élargir le propos, parce qu'aujourd'hui c'est la RATP, mais hier c'était les hôpitaux, c'est pas fini les hôpitaux. Moins de 6 000 francs une infirmière, bac plus 3. Alors, et regardez ce que sont les salaires. Et quand on voit ce qu'est le mouvement social, en réalité les gens font preuve de compréhension, parce que vous me parliez des usagers, mais les gens font preuve d'une certaine compréhension, et que j'apprécie, parce qu'eux-mêmes se disent, mais après tout, nous aussi on a quelque chose à demander. Et ils ont tous raison. Parce que quand même, entre les pilotes d'Air Inter et les personnels du transport aérien, les infirmières, les postiers, les gens de la métallurgie, de la chimie et combien d'autres encore, ça fait du monde. Tout ça, ce sont des encagoulés, ce sont des commandos, ce sont des maquisards, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette manière de traiter un énorme problème social? Monsieur Krasuki, justement, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Une négociation au coup par coup ou une espèce de nouveau Grenelle? Non, ça n'a pas beaucoup de sens, Grenelle ou pas Grenelle. J'attends du gouvernement qu'il prenne en compte les réalités, qu'il n'essaie pas de dénigrer des gens qui sont sincères, honnêtes, divers. Nous ne prétendons pas, nous, la CGT tout seul, incarner tous les gens qui sont en lutte.
nous leur donnons la possibilité de se rassembler, de décider démocratiquement. Mais parmi eux, il y a d'autres, des adhérents de divers syndicats, ou des gens qui ne sont pas syndiqués du tout, et puis il y a d'autres syndicats qui prennent part, et c'est tant mieux. Alors, à ces gens-là, nous disons, mais le gouvernement doit bien tenir compte que c'est une réalité, ce mouvement, il grandit. Après tout, pour reprendre une formule célèbre, on ne peut pas changer de peuple, alors il faut changer de cap. Quand le mouvement prend une telle ampleur, avec une telle diversité, on ne peut pas continuer à dire je continue, je continue, je continue. Et donc ça n'a pas de sens, c'est irresponsable. C'est ça qui est irresponsable. Et vous continuez? Les travailleurs continuent et nous avec eux, naturellement. Monsieur Krasuki, merci. Le Parti communiste, lui aussi, par les voix d'André Laouajonie et de Roland Leroy, le Parti communiste affirme à la fois que les conflits sociaux vont se développer et que le PC est prêt à rencontrer le PS pour discuter des municipales. L'équation est donc établie. L'opposition RPR et UDF s'est déclarée peu convaincue par les propos du Premier ministre, même si le projet de motion de censure annoncé hier soir dans ce journal par Alain Juppé ne fait pas l'unanimité dans ses rangs. Pascal Guimier. Motion de censure, oui ou non, ce sera finalement oui et non. L'opposition a inventé aujourd'hui un nouveau concept parlementaire, la censure à retardement. Non que le discours du Premier ministre ait vraiment convaincu à droite, bien sûr, mais l'attaque contre les communistes a été loin de déplaire à tous ceux qui entrevoient la main du PC au bout du bras de la CGT. Censurer le gouvernement, l'idée, il faut le rappeler, vient bien du RPR. D'accord sur le principe, leurs alliés UDF et centristes ne sont toujours pas pressés de passer à l'acte. La motion de censure ce soir est donc probable, elle n'est pas absolument certaine. Si elle est déposée, ce ne sera pas avant la semaine prochaine, sans doute mardi ou mercredi, c'est-à-dire en plein débat sur l'audiovisuel. Les centristes s'accordent donc quelques jours de réflexion, mais surtout attendent de connaître le sort que le gouvernement réservera à leurs amendements sur un texte à haut risque. L'UDF, quant à elle, semble plus déterminée, mais rien n'est encore joué. Une chose est sûre, Bernard Ponce ira jusqu'au bout. S'il le faut, il déposera une motion de censure tout seul. Les symboles, ça n'a pas de prix. La cote de popularité des hommes politiques reflète l'évolution de l'opinion, notamment en fonction des conflits sociaux. 2 points de plus pour M. Mitterrand, dont la cote de confiance est à 51%, 3 points de moins pour son Premier ministre, avec 45% d'opinion favorable. En Conseil des ministres ce matin, Claude Évin, le ministre de la Santé et de la Solidarité, a confirmé les mesures qui vont permettre de financer la sécurité sociale l'an prochain. Ève Mété. 2 mesures ont donc été arrêtées ce matin. La première, le prélèvement de 0,4% sur le revenu imposable, instauré il y a 2 ans, sera reconduit en 1989. Deuxième mesure, la cotisation vieillesse sur les salaires sera majorée de 1% à partir du 1er janvier. En tout, 18 milliards de francs supplémentaires devraient ainsi alimenter l'an prochain les comptes de la sécurité sociale. Malgré cet apport nouveau, pourtant, selon les prévisions, il y aura encore un déficit. Les dépenses des branches maladie et retraite ne cessent d'augmenter. Les dépenses vieillesse, notamment, croissent de 10 milliards de francs chaque année. Alors, outre ces mesures d'urgence, Claude Évin souhaite présenter au printemps au Parlement un projet de loi destiné à consolider durablement les comptes. Son idée, faire que le financement de la sécurité sociale soit assis non plus uniquement comme aujourd'hui sur les revenus du travail, mais sur l'ensemble des revenus, dont ceux du capital, et les revenus de remplacement, comme les retraites par exemple. Il réunira prochainement à ce sujet les partenaires sociaux. Déjà, la CGT juge inacceptable cette prochaine augmentation de la cotisation des salariés pour la retraite. Réaction mitigée du côté de la CFDT. Par ailleurs, les médecins, à leur tour, haussent le ton. La Confédération des syndicats médicaux français, la plus connue des organisations de médecins, menace de dénoncer la convention avec la Sécurité sociale, qui fixe notamment les tarifs de remboursement si certaines exigences ne sont pas satisfaites. 4 jours après son congrès, la CFDT remet de l'ordre dans ses rangs. Suspension du syndicat des PTT parisiens et de l'Union régionale Île-de-France. Suspension également des syndicats santé de la région parisienne coupables d'alignement avec la coordination des infirmières. Emmanuel Vanier. Des exclusions attendues depuis le congrès de la CFDT la semaine dernière. La Fédération Santé reproche à ses 12 syndicats de la région parisienne d'avoir pris position en faveur de la coordination des infirmières en octobre dernier, allant même jusqu'à participer à la manifestation organisée par cette coordination et non à celle organisée par la CFDT.
D'autre part, la fédération PTT a décidé de suspendre l'Union régionale Île-de-France et le syndicat des services postaux parisiens. Ces décisions d'expulsion des moutons noirs, comme les qualifiait Edmond Maire, sont exceptionnelles dans l'histoire de la fédération. Grève à Marseille, le statu quo. À la sécurité sociale, toujours occupée par les grévistes, la grève a été reconduite pour demain. Dans les transports en commun, nomination d'un médiateur, mais le mouvement se poursuivra demain à raison d'1 heure de grève entre 17h30 et 18h30. Dans les centres de tri, situation stationnaire, les grévistes occupent toujours les locaux, la grève se poursuit. Plusieurs milliers de profs dans les rues de Paris, à l'appel du syndicat des instituteurs et du SNES, le syndicat national des enseignements du secondaire. Ces syndicats réclament une revalorisation générale de la condition enseignante par la création de 2000 nouveaux postes et une augmentation salariale de 2000 francs par mois. Nouvelle commande d'un paquebot géant pour les chantiers Alstom de Saint-Nazaire. Le navire, frère jumeau de celui-ci, le Souverain des mers, a été commandé par le même armateur norvégien Royal Caribbean. Livrable en 1991, le paquebot effectuera lui aussi des croisières dans les Caraïbes. Montant de cette commande, 1,8 milliard de francs. L'État français a donné 500 millions pour remporter ce contrat qui représente 18 mois de travail pour les chantiers de Saint-Nazaire. À signaler aussi la grève au laminoir de Strasbourg avec occupation des locaux et la manifestation à Nancy cet après-midi de quelques 500 agriculteurs qui protestent contre les quotas laitiers. Demain, journée mondiale contre le sida à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous le disais hier, les chiffres prévus par l'OMS illustrent l'extension de l'épidémie dans le monde, plus d'1 million de malades d'ici 3 ans. Dans nos pays, l'opinion et les pouvoirs publics ont pris la mesure du danger. L'exemple le plus encourageant vient de San Francisco. Dans cette ville, longtemps la Mecque des homosexuels et le principal foyer de sida aux États-Unis, la proportion annuelle de nouveaux séropositifs a chuté de 20% en 82 à 0,7% en 87 et cette année, elle est même descendue à 0 dans le quartier le plus chaud de la ville. Le reportage de Claude Gagnère. Le quartier Castro à San Francisco, centre de la plus grande communauté homosexuelle au monde, a repris son animation des beaux jours, celle d'avant le sida. Les gays envahissent à nouveau les rues et les bars, s'affichent 2 par 2 en se tenant par la main et continuent leurs pratiques et leurs amours. Ils ont battu le sida. De 18% en 1983, le taux de contamination dans leur communauté est tombé à près de 0. En face de la calamité, on s'attendait qu'ils s'effondrent. Ils ont fait face, parce qu'ils sont une communauté organisée et que tous ont tenu la main d'un de leurs camarades mourants. En 1982, à l'époque où les pouvoirs publics abandonnaient les gays à leur fléau et où l'Église parlait du châtiment de Dieu, les homosexuels créaient une fondation dans un garage. Elle reçoit aujourd'hui plus de 200 appels du monde entier, des demandes de conseils. Elle organise et dirige des programmes d'éducation. Le message n'est pas cessez vos pratiques, mais pratiquez sans risque. Et il est enseigné par des homosexuels. C'est la raison du succès. Pour qu'un message soit bien compris, il faut le formuler dans le langage et dans le style qui convient le mieux aux gens qui l'écoutent. Sinon, ils décrochent. Or, dans beaucoup d'endroits en Californie et beaucoup d'endroits aux États-Unis, les efforts d'éducation sont freinés d'une façon dramatique par les agences gouvernementales qui disent « Non, vous ne pouvez pas dire ça ». Et ça rend les choses très difficiles. Si vous devez parler d'une maladie qui se transmet sexuellement, il faut pouvoir parler du sexe tel que les gens le comprennent et dans le langage qu'ils utilisent. Et le langage est sans détour, encouragé par la mairie de San Francisco qui a interdit la censure, y compris quand le message est public, comme cette campagne d'affiches où le préservatif s'associe aux clés de voiture ou aux boucles d'oreilles. Des églises deviennent des centres d'éducation où l'on apprend le sexe sans risque, comme ici le Buddy Connection, un jeu de mots. Toutes les pharmacies au monde, dit Chuck, vendent des préservatifs et aux États-Unis tous les grands magasins. Chuck est homosexuel et c'est pour cela qu'on l'écoute. Ils me font beaucoup plus confiance qu'ils ne le feraient, disons, à un médecin hétérosexuel ou quelqu'un auquel ils ne s'identifierait pas. Le cours est visuel et d'autant plus efficace. Les gays de San Francisco sont d'abord américains, c'est-à-dire pragmatiques. Chuck auparavant les a divisés en ateliers de réflexion comme un séminaire de cadre, demandant à chacun des groupes d'apporter des suggestions de pratiques sans risque, avant de passer à la pratique tout court. Pas de culpabilité, pas de retenue, pas de fausse pudeur, au contraire. Et le thème est toujours comme avant le sida, c'est OK d'être gay. C'est facile d'obtenir des gens qui pratiquent le sexe sans risque pendant un court moment, mais s'ils n'apprennent pas à y prendre plaisir, ils retourneront à des pratiques dangereuses.
Il y a 4 ans, lorsque la communauté homosexuelle était sous le choc, au bord de la panique, les images qui vont suivre auraient été inconcevables. Voici aujourd'hui la réponse de Chuck à ceux qui affirment que les préservatifs sont trop petits. Et les homosexuels sont fiers de ces rires. Dans leur communauté, la contamination est proche de zéro. Les gays de San Francisco ne se considèrent plus aujourd'hui une population à risque. Alors ils viennent de lancer une nouvelle campagne, Monsieur Javel, pour venir en aide aux drogués. Nettoyez vos aiguilles, disent-ils à ceux qui ne peuvent s'arrêter. Et ils distribuent des petites bouteilles. Ils ont ouvert leur fondation aux drogués avec cette idée. Eux seuls peuvent se sauver. À Paris, le ministre de la Recherche, Hubert Curien, a annoncé aujourd'hui que de nouveaux moyens supplémentaires pour les travaux sur le sida seraient mobilisés s'il en est besoin. Une agence sida va coordonner les recherches en France. A signalé aussi à Paris, dans le cadre de la Journée mondiale contre le sida, dans la nuit de jeudi à vendredi, Aide, l'association d'entraide et d'information sur le sida, organise à l'église Saint-Eustache une veillée de recueillement œcuménique. Crachin et omelettes flambées au menu du sommet informel Mitterrand-Thatcher, aujourd'hui au Mont-Saint-Michel. Les dossiers européens ont été abordés avant le Conseil européen de Rhodes, qui aura lieu vendredi et samedi prochain. Mais ce sont surtout les problèmes de désarmement et les relations avec Mikhail Gorbatchev qui ont dominé ces entretiens entre le Premier ministre britannique et le président français qui ont visité ensuite, vous le voyez, l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Le numéro 1 soviétique, je vous le rappelle, sera à Londres dans moins de 15 jours. En Pologne, à la télévision, en ce moment même, un dialogue sans précédent. Lech Walesa, le chef de Solidarité, le syndicat interdit, débat en direct avec le président de l'organisation des syndicats officiels. Tous les Polonais, bien sûr, sont agglutinés à leur téléviseur pour suivre cette discussion historique. Philippe Lefay nous donne un premier aperçu des arguments échangés depuis moins de 20 minutes. Image forte et exceptionnelle en pays communiste, le leader d'un syndicat dissous et méprisé par le pouvoir polonais va débattre avec le président des syndicats officiels. Il est 20 h en Pologne, heure de grande écoute. C'est la première apparition de Walesa sur les téléviseurs depuis 1983. Il s'agit d'un débat de 40 minutes qui court en ce moment même et qui est regardé par des millions de Polonais. À son arrivée tout à l'heure à Varsovie, le leader de Solidarité a indiqué qu'il répéterait qu'il ne pourrait y avoir de liberté sans solidarité. Face à l'électricien de Gdansk, un ancien métallurgiste devenu patron des syndicats officiels, Alfred Miedowicz, est également membre du bureau politique du PC polonais. Il estime, lui, qu'il y a un manque d'avenir pour les jeunes, que se pose en Pologne le problème des salaires, mais que la grève est inutile et désastreuse pour le pays. Il exclut évidemment le pluralisme syndical comme solution au problème de la Pologne. Solidarité n'est pas non plus la solution pour la Pologne, refrain connu des syndicats officiels. Walesa, lui, va réfuter ses arguments et ses propositions, puisque le leader des syndicats officiels lui propose d'intégrer ces syndicats officiels. Walesa parle au contraire de modèle syndical stalinien. Le discours est dur, intransigeant. Impression ce soir à Varsovie de dialogue de sourds, mais image forte. À l'heure qu'il est, Walesa a accès à tous les Polonais par la télévision, une première pour un leader syndical interdit qui porte son badge. La direction de la première chaîne polonaise a néanmoins refusé qu'Andrzej Wajda, le cinéaste proche de Walesa, puisse de son côté filmer le débat. Apocalypse Now, Platoon, Full Metal Jacket, vous avez peut-être vu ces films superbes et récents par lesquels l'Amérique continue d'évoquer et de digérer d'une certaine manière la guerre du Vietnam. Allez donc voir Dear America, lettre du Vietnam de Bill Couturier. Le film sort demain, la guerre comme on ne l'a jamais vue, racontée tout simplement par 10 lettres de soldats. Michel Pascal. Vous croyez avoir tout vu sur le Vietnam? Eh bien non. Voici le document le plus saisissant jamais monté sur ce conflit, des lettres de GIs à leurs familles. En voici une, lue par Alain Delon. Pourquoi vos cœurs ne saigneraient-ils pas aussi? Pourquoi ne verseriez-vous pas une larme pour les quelques 40 000 putains d'Américains, des hommes braves, loyaux, sans peur, qui ont donné leur vie pour vous? Au cours de ces 18 mois passés en enfer, j'ai tenu mes amis dans mes bras jusqu'à leur dernier souffle, avant qu'ils ne succombent à une mort atroce.
Et c'est une idée magnifique parce que c'est la double vérité, la vérité d'hommes qui écrivaient à leurs parents, à leurs amis, à leurs fiancés, à leurs maîtresses, sur le champ au plus fort des combats et à l'approche de la mort, pour beaucoup, la sentant venir. Et cela donne des textes d'une vérité incontestable et irrémédiable. Et puis les reportages qui servent d'illustration, qui sont des reportages que nos confrères, que nos collègues de la NBC ont été arrachés au péril de leur vie. Ne vous méprenez pas, nous ne demandons aucune faveur, aucun éloge. Ce que nous demandons à notre grande nation, c'est son soutien, c'est tout. Qu'elle nous aide à en finir avec cette guerre. Nom de Dieu, sauvez-nous. 60 lettres comme celle-ci ont été retenues pour raconter la guerre depuis le début jusqu'au retour des prisonniers en Amérique. Une projection spéciale du film a été organisée il y a quelques mois pour la Maison Blanche. Sans transition et très vite, les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Vincennes, le 18, le 14, le 12, le 15, le 5, le 1, le 4 et le 7. Tout de suite, Laurent Cabrol va vous parler du temps de demain. Henri Sagnier vous présentera tout à l'heure la dernière édition de ce journal et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20 h. Très bonne soirée.